Rémi Guillet. Vous êtes né à la Guérinière en 43, les pieds dans l'eau, comme vous aimez le dire, dans la maison qui est si proche de la mer. C'est vrai. Mais comment savez-vous cela? Je me suis documenté. Oh, c'est vrai. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être né là, dans cet endroit. En ce temps-là, j'étais heureux sans le savoir. J'avais le bonheur qui m'habitait. J'ai aimé ce coin. J'ai aimé aussi ce cri des mouettes face au vent, faisant du surplace, sans battre même les ailes. J'ai aimé tout cela. J'ai aimé le bruit de la mer en hiver, quelquefois même effrayé quand j'étais vraiment petit enfant par ces bruits, ce vent, ces nuages comme fouettés par un berger cervelé, ces lumières, ces farfadets, ces dames blanches qu'on m'apprenait à respecter. C'est vrai. J'ai aimé tout cela. Tout cela est si loin déjà. Bon, le lien commun qu'on a, c'est l'île, évidemment. Et Nantes, peut-être. Et Ouais. Nantes, il y Et a quand même Nantes, des choses certainement, sur Nantes. parce que moi je suis photographe nantais, Oui, passionné de cette ville, mais je suis très amoureux de l'île de Noirmoutier, oui. et c'est ce qui a permis cette rencontre d'ailleurs. Et vous, votre lien avec l'île alors? Ah, alors, depuis, depuis ma naissance, je suis né ici en fait. Et on aura l'occasion, si on fait un petit circuit pèlerinage, entre guillemets, de voir précisément où je suis né. Au pied du premier moulin Ah, d'ailleurs. c'est tout près. Oui, Il y a 4 moulins à côté là, dont ah un oui, qui... les moulins de la Guérinière. D'ailleurs, les moulins, c'est le meilleur symbole de la Guérinière. C'est celui qu'on reprend quand on parle de Guérinière, voilà, pour les touristes, etc. Donc, ce sont les moulins vraiment. Et j'aurai l'occasion, si on fait un petit parcours, de commenter. Au niveau de D'accord. chaque moulin, je vous parlerai un petit bout d'histoire qui m'est proche. Mais je sais que, inévitablement, on va parler de Jacques Demy et de Agnès Varda, qui sont aussi des propriétaires d'un des moulins, et qui recevaient régulièrement Michel Legrand, qu'on avait vu sur notre plage d'ailleurs à un moment il y a de très très nombreuses années. Est-ce que c'est là, les moulins de mon cœur, est-ce que c'est un lien? Bon, oui, ça a un lien et je puis vous assurer que j'ai eu le privilège d'assister à la création de cette ère, de cette musique qui est connue du monde entier. Ah, c'est extraordinaire. Ah oui, oui. Les moulins de mon cœur, Les moulins de mon cœur, les moutons c'est... d'océan, on les verra. Si on fait une petite balade, je vous montrerai et bien des choses à propos Magnifique. de cette ère. Et donc tu es né sur un des moulins Le premier, au pied du premier moulin. ordinaires. Voilà. Et à l'époque, il n'y avait pas de maternité. Donc, en cette occasion, je vous parlerai de Michel Legrand, notamment, Catherine Deneuve, Varda, Agnès, Jacques Demy, qui, avant, ayant acheté le moulin, ne pouvant l'habiter car il fallait le réhabiliter, euh, c'était un moulin qui faisait encore de la farine, où je me suis rendu 100 fois chercher du son pour le cochon ou l'âne. Et on parlera donc au niveau de ce premier moulin de l'endroit où nos quatre vedettes, futures vedettes, elles étaient déjà vedettes, hein, mais où est né donc le moulin de mon cœur, cette terre qui est connue du monde entier, puisque
euh, ayant loué 2 pièces pour s'y loger nos 4 vedettes, là, une petite cloison très mince me séparait du piano où jouait Michel Legrand. Autant dire que j'ai assisté aux premières notes et même un peu plus, parce qu'ils existent toujours aussi. Donc là, Michel Legrand est décédé. Je ne sais pas à quelle période ils ont acheté le moulin et l'occupé. C'est les années 50, fin des années 50. 57-58, par là. Et vous, vous étiez né un petit peu avant. Ben, je suis né en 43. Ouais. Janvier 43 pour être précis. Mais voilà, ce petit cursus pèlerinage qu'on va faire, qui nous mènera, si vous le souhaitez, jusqu'au port du Bonhomme, où j'ai un tas de choses à vous raconter. On va le faire tranquillement. Et plusieurs étapes au niveau des 4 moulins, parce que je peux vous parler, enfin faire quelques anecdotes à propos de tous ces moulins, et puis on ira plus loin, et puis on ira jusqu'au Bonhomme. Mais c'est vraiment les moulins de votre cœur, là. Ah, absolument. Et on reviendra, si vous voulez, par la dune où Michel Legrand a dû, j'en suis certain, a dû se promener pour être inspiré par la mer, et j'y reviens, ces fameux moutons d'océan. Voilà, et on parlera aussi de plage, de ma plage. Attendez, avant d'être celle d'Agnès, elle fut mienne, hein, puisque j'ai devancé. Bien après. Agnès est venue bien après. Alors mienne, partagée avec beaucoup de jeunes et de touristes aussi, puisque les touristes sont venus dans l'île. Enfin ici, dans cette partie de l'île, parce que le bois de la Chaise, c'est une ancienne île, c'est vieux, les plages des dames et compagnie, les grandes dames d'un autre siècle, et des gens célèbres. Donc la partie nord de l'île, on la connaît, mais cette partie-là de la Guérinière, Barbâtre, etc., il a fallu attendre l'après-guerre et l'apparition de la voiture la plus populaire de l'époque, soit la 4 chevaux, soit la 2 chevaux, des gens qui venaient forcément par le Gois. Parce que le passage du Gois n'était pas une route très élaborée encore. Oh, quand même. On a à Charette oui. Jusqu'aux années 50 où l'automobile s'est développée. Oui, mais si vous voulez, l'histoire du Gois comporte 2 périodes. Une période où c'était davantage un passage à gué, qui d'ailleurs était plus ou moins mouvant, selon les marées, les bancs de sable, etc. Donc on venait par le Gois. Ce passage du Gois a été figé lorsqu'on a mis des pavés. Vous savez, ces moellons carrés, là. Et ça, c'est les années 1930. Hein. Et bien sûr, là, on a commencé à pouvoir passer non pas à gué, mais à pied sec, hein, avec des charrettes, avec tout ce qu'on pouvait avoir comme moyen de transport. Alors ce Gois qui a amené les premiers cinéastes à venir sur l'île, tournant Maléfice, ou Les Maléfices, avec comme vedette Juliette Gréco, et ma cousine, donc, qui était à ce moment-là l'épouse de Escudier, Roger. Et nous nous sommes amusés, nous enfants cousins de Lucienne, c'était son prénom, à faire croire aux gens que la cousine Lucienne, en fait, était Juliette Gréco. Alors, elle jouait le jeu à fond. Donc, là encore, des anecdotes sur le Gois, puisque c'était le film de l'époque se terminait de manière dramatique sur le Gois, on devine comment. Voilà. Tout ça, c'était avant le pont, en fait. C'était avant le rapport à l'île qui était très lent, très différent. Il y avait, Alors, de faire un lien, je dois ajouter que quand il me fallait rejoindre Nantes et qu'il n'y avait pas de pont, il fallait prendre ce petit bateau qui faisait le passage au Goulet, qui s'appelait le Goulet.
Ouais. Or, c'était pénible. Et puis, pour moi, une vraie souffrance, parce que, voilà, ma vie a été ce qu'elle a été, mais moi, j'ai jamais aimé l'école. Donc, il a fallu un jour, 5 ans, j'ose la formule, accepter d'aller dans une prison qui allait me retenir le plus beau de la journée, quoi. Et puis ça, puis après, L'école, voilà. c'était la prison. Ah oui, oui. Ah oui. J'ai énormément souffert. Moi, j'étais vraiment né pour ne rien faire, pour contempler la mer. D'ailleurs, je m'aperçois, et on en parlera tout à l'heure, que de plus en plus, puisque maintenant je suis devenu écrivain, mais maintenant quand je parle, quand j'écris, même en prose, je sens que les vers sont là, prêts à surgir. Donc c'est extraordinaire. Je lisais mon dernier ouvrage là tout à l'heure, et j'ai vu à quel point c'était vrai. Donc là, on arrive au pont en 71, c'est ça? Alors le pont, par rapport à ce goulet là qui m'en est... donc il y a le pont, 71, 1971. Alors là, si vous voulez, 1971, je suis pas encore marié, puisque je me marierai en 73, mais ça change la donne. Ça change la donne, on vient quand on veut. Le bois, au passage, vous savez que le bois est devenu, je crois, c'est un patrimoine de l'UNESCO. Mais alors le bois, on oublie le bois, tout le monde oublie plus ou moins le bois, sauf les amoureux de cette curiosité dite, puisqu'en fait, de bois, puisque j'ai voyagé un peu, C'est la Soli qui se oui, raccorde comme enfin, ça il paraîtrait qu'au Japon, il y a un truc qui mesure tunnel, 400 je crois. mètres, et là c'est 4 km et plus. Il y aura un truc qui à certaines périodes de l'année. Mais enfin, c'est le Japon, on en parlera peut-être d'ailleurs. En fait, vous passez du pont à Nippon, si je puis dire. Oui. Cette société vous a fasciné. Oui, parce que j'ai dans ma vie d'avant, à un moment, je leur ai dit que ma vie s'est découpée en deux parties, avant et après les avoir rencontrés. Alors avant les avoir rencontrés, j'avais quand même, comment dire, j'étais plus ou moins éveillé. Enfin, je savais que le Japon existait, on va faire très court. Et sans que cela m'attire particulièrement, après, oui, alors après les avoir vus, ce pays où Dieu et la nature se confondent, alors après avoir cru retrouver les traces de Pierre Teilhard de Chardin, qui était quasiment mon idole en matière de philosophie dans ces années, voilà, quand j'étais adolescent, puis tardivement, toujours, oui, longtemps, hein. Parmi les philosophes, il y en avait un, c'était lui. J'avais un artiste qui pour moi, c'était Jacques Brel, qui avait une capacité à m'émouvoir, mais incroyable, incroyable. Donc j'avais comme ça, mais j'avais pas de tête turque, mais j'avais des phares. J'avais des phares. Et donc... donc c'est dans le cadre un peu de la Croisière jaune, vous avez revisité... alors j'étais donc au Japon. Oui, Teilhard de Chardin. Oui. J'étais au Japon, accompagné par quelqu'un qui était, figurez-vous, parti au Japon à peu près de mon âge, j'étais un peu plus jeune, parti au Japon sac à dos dans les années, au début des années 60, là, des hippies, vous voyez, des sac à dos, qui a découvert la culture, le Japon et sa culture sur le tas, et qui était tellement performant qu'il était, il avait été mandaté par les lycées pour accompagner le roi des Jacques Chirac, des gens comme ça. Alors me voilà accompagné par cet individu complètement atypique, insomniaque, fréquentant le Japon. Alors le temps qu'il était avec moi, c'était pour m'assister traducteur, en traducteur. Le résultat, il passait sa nuit
avec les artistes de passage, Tina Turner, pour n'en citer qu'une. Et je me souviens encore ce jour, il me dit, Monsieur Guillet, parce qu'à l'époque on ne s'appelait pas par les prénoms, c'est venu plus tard ça. Il me dit, vous venez avec moi ce soir, Alors, c'est pas que ça me tentait pas, ne croyez pas ça, mais voilà. Qu'est-ce que je fais moi demain? Je suis mort. Moi, il me fallait dormir, hein, il me fallait mon compte de sommeil, sinon je sais pas si je valais grand chose en état normal, mais n'ayant pas dormi, c'était Avec mort. un peu de saké, ça aurait peut-être mieux. C'est pas mauvais, c'est pas fort d'ailleurs, on a vite fait d'aimer ça, chaud ou froid. Donc, oui, des anecdotes. Une autre, je voulais une anecdote. Il m'a fait découvrir très tôt un monde quasiment souterrain, le Japon Underground, où il y avait une boîte qui était fréquentée uniquement par des gens issus du croisement entre Ariens et Japonais. Autrement dit, des Japonais aux yeux bleus. Et ben, bien sûr, ça marque, hein, ça marque. Hein. Je ne sais même pas si c'était genré ou pas genré, c'est pas ça qui m'a intéressé, c'était un profil qu'on n'a pas l'habitude de voir, et bien que j'ai appris que les Japonais d'autres fois avaient les yeux bleus, ça, mais c'est une autre histoire. Il n'y a pas si longtemps, je me suis quand même dit, pour avoir lu quelques ouvrages de lui que j'ai forcément adoré, j'avais même appris des passages entiers notamment de ce livre qui s'appelle Comment je crois, en terre de Chardin, au banc de l'église romaine. Hein. C'était vraiment, il était vraiment rejeté. Donc moi j'ai adoré. Son projet étant de faire la synthèse entre science et croyance. Oui, voilà. Et ça me plaisait bien comme projet. Mais avec, à mon âge, avec du recul, je pense que non, il n'y a pas de pont possible entre ces deux choses-là. Mais lui il a exploré, parce que c'était un jésuite quand même. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il a exploré, mais moi, alors, là je suis en train de me mettre sur le même plan que lui, alors il faut que j'arrête là. J'ose dire que ma pensée aujourd'hui me fait ne plus tenter le pontage, un pont quelconque entre science et croyance. La science est une affaire d'hommes pour les hommes, et la croyance c'est justement une affaire, sans doute pour les hommes, qui est toujours très utile, je dirais même peut-être plus que jamais aux hommes, compte tenu de l'évolution de la condition humaine. Mais c'est deux choses séparées, indépendantes. Il n'y a pas de. On peut travailler, approfondir la pensée religieuse, et puis travailler le domaine des sciences. Mais vouloir faire cette synthèse, non. Là, c'est le Rémi Guillet écrivain, et votre dernier ouvrage explore toute cette réflexion. Moi, j'ai tenté. Sur votre chemin vers l'agnosticisme. J'ai tenté, effectivement, pour en finir avec deux ou trois mots que j'ai en tête là, que l'agnosticisme était, selon moi évidemment, le meilleur chemin vers la tolérance, et que la tolérance, c'est ce qu'il faudrait à l'humanité depuis toujours et plus que jamais aujourd'hui. Donc c'est effectivement ce qu'on peut retenir de cette tentative. Je mets ce mot entre guillemets bien sûr, c'est un essai philosophique qui n'a pas de prétention, puisque ma culture philosophique est quand même assez peu étendue. Hein. D'ailleurs, j'ai annoncé dans ce livre écrire ça comme un rattrapage, puisque à mon époque, il n'était pas question, on n'est plus à l'époque de Pascal, donc on fait un choix. Ben évidemment, il n'était pas question de vouloir faire les deux en même temps. Et je regrette d'ailleurs, je regrette du fond du cœur, qu'aujourd'hui, l'enseignement de la philosophie
ne concerne pas tous les élèves, tout au long de leurs études, même au-delà, et quel que soit le niveau d'études atteint. La philosophie manque terriblement, mais pas une philosophie partisane, attention, parce que les philosophes, ils sont souvent, je dirais presque encartés. Il y a des philosophes communistes, ceux qui accordent toute leur pensée au mystère, au mystérieux. Il y en a quelques-uns qui croient au surhomme, enfin Nietzsche pour le... Bon. En fait, Oui. ce livre, c'est un récit autobiographique un peu, Oui. à travers vos études, votre Oui. approche scientifique. Oui. Et ensuite, la deuxième partie, la dernière partie, c'est plus des aphorismes ou de la poésie en prose. Il y a ta poésie. J'ai mis quand même une section où je traite plus ou moins des mêmes thèmes, mais sous couvert de poésie. Il y a une petite partie consacrée à ça. Oui. Et c'est drôle que le Lilien d'ici soit fasciné par une île qui lui ressemble un petit peu géographiquement, en tout cas dans la découpe. Alors, j'ai écrit en 2015, ça a été mon premier ouvrage, un livre qui s'appelle Noirmoutier, une île qui séduit. Ah. Et la photo qui est sur la page de couverture, ce sera ma réponse, hein. Pour moi, elle ressemble à un poisson plat. Alors, est-ce que c'est le poisson torpille? Est-ce que... Voilà. Et... Tout à l'heure, vous parliez de poisson pilote. Alors, voilà, je suis insulaire, et puis voilà. Jacques Denis, voilà. La pièce où Sophia notait les moulins de mon cœur, et celle-là. Ah, Celle-là ou celle-là, enfin, incroyable. Alors, ici, nous sommes au plus près des moulins de mon cœur, de Michel Legrand. Enfin, autrement dit, nous sommes au plus près du moulin d'Agnès Varda. Voilà. Voici. Et donc, tant de souvenirs. On a déjà évoqué la naissance de la chanson, mais quant aux paroles, vraiment, c'est ici que Michel Legrand s'est laissé inspirer par les moutons d'océan. Ça, c'est pour moi, c'est clair, c'est net, c'est certain. Hein, les moulins de mon cœur, les moutons d'océan. Alors, que de souvenirs ici, mon Dieu. C'est là que j'ai appris, voilà, chez Petit Louis, mais c'était pas Petit Louis à l'époque. C'était une cabane en bois, peinte en bois. Et c'est là que mes premières années, c'est là que j'ai appris à compter en comptant des huîtres. Des huîtres qui se vendaient à l'unité, même lorsqu'il s'agissait d'un négoce entre producteurs d'huîtres et négociants grossistes. Ça se vendait à l'unité, pas au kilo. Et donc, voilà. 500 pour les plus petites dans un panier qu'on appelait manne, panier en fer, grillagé, manne, appelé manne. Puis 250 quand les huîtres atteignaient un certain numéro 4. Et puis voir, voilà, encore moins que lorsque vraiment il s'agissait de très grosses huîtres. Voilà. La zone industrielle de la Guérinière, dans ces années 50, 60, il n'y avait donc pas toutes ces choses là qu'on voit dans les marais.
qui continue, qui perpétue l'activité ostréicole, viticole. Ça n'existait pas. Tout se passait ici, là. Où là, il y avait la cabane de Jo, la cabane de Lucien, la cabane de, je sais pas, je dirais Tintin, enfin je les connaissais tous. Ceux-là étaient un dénommé Michou, enfin etc., etc. Je voudrais aussi dire deux mots de la pointe Saint-Pierre. Alors, la baie, bien sûr, une balise qui s'appelle toujours, je pense, le Gouet-Mounour, où j'allais, mon père avait un parc à huîtres. À ce moment-là, les parcs, les huîtres surtout, étaient à même le terrain, ils n'étaient pas surélevés comme maintenant. Et quand il y avait une tempête, ou même un flux important, les huîtres avaient tendance à s'écarter du parc pour aller ailleurs, à l'extérieur du parc, voir dans un autre parc. Et les gamins, le gamin que j'étais avec mon frère, nous allions ramasser toutes ces huîtres qui avaient tendance à se faire la malle. Voilà, dans Noirmoutier, l'entrée du port, plage des Sablots et la pointe. La pointe. Cette pointe, une petite histoire personnelle, récente en fait, par rapport à ce que je disais avant. Un certain Pierre Verroux, aveugle quand je l'ai connu, qui, quand il était jeune homme, et n'ayant pas beaucoup d'argent pour se payer des vacances, venait en vacances sur l'île, à la pointe Saint-Pierre, qui s'appelait d'ailleurs Pierre. Et ce Pierre, il dormait dans les rochers là-bas. Il m'a raconté 100 fois cette affaire. Il vivait d'huîtres et de coquillages. Il n'avait pas d'argent, très peu. En tout cas pas pour aller à l'hôtel. Hein. Et c'est là, cet homme-là que j'ai connu, il avait combien 70 ans, qui était aveugle, qui a connu Noirmoutier. Le fils ayant connu beaucoup de Japon, enfin on avait plein de sujets et du coup on est devenus amis et c'est lui, ce Pierre là, qui m'a inspiré le premier poème. Merci à nos sens. Je commence mais aveugle donc et du coup le poème commence. Merci à nos sens de voir le soleil radieux, etc., etc. Donc, je voulais dire ça. Là, vous avez, on a creusé. Les Hollandais nous ont appris, donc, leur savoir-faire. On a creusé pour avoir de la terre, de l'argile, pour construire, éventuellement des roches, pour construire la digue. Ce faisant, on s'est retrouvé avec des trous qu'on a remplis d'eau de mer. Quand la mer est haute, donc elle est au-dessus, et on ouvre des vannes qu'on appelle couilles, C-O-U-I-S, pour que l'eau rentre. Donc là, 7 km, c'est la dose, hein, avec des pentes calculées pile poil. Ça va faire des choses les anciens, les Hollandais, les anciens. Bon, petit à petit, l'eau va avoir une concentration suffisante pour que le sel commence à émerger. Et on va ratisser, c'est le métier du saunier. Ici, c'est bien saunier. Et là, il y a quelques Parisiens d'ailleurs ont laissé leur boulot je sais pas, de technicien dans les usines à ce que vous voudrez, et on préférait venir faire le sel. Là, on avait affaire avec les moulins d'avant. Voilà. Et maintenant, à l'horizon, on voit poindre une pollution.
plage d'Agnès. Agnès qui a fait de plusieurs choses sur cette plage, qui a tourné aussi un court-métrage, je pense, ou un film, je ne sais même plus, qu'elle a intitulé Les Veuves. Là où une table, comment dire, mortuaire, ça existe, ça, avait été dressée des veuves authentiques, je crois, toutes authentiques, dont elle faisait partie, tournaient autour de cette table, avec toute la symbolique évidemment d'Agnès Varda, d'Agnès. Hein. J'ai donc moi aussi utilisé cette plage, un peu comme la mienne, avec d'autres copains d'enfance. Hein. Voilà, des bains de mer, les jeux de ballon, là, comme aujourd'hui d'ailleurs. Puis au fond, bah, vous avez l'histoire de la multiculture, Noirmoutrine. D'un côté, de l'autre côté, du côté Bête-Bourgneuf, là on fixe le naissin de moule sur des cordes, et les cordes, on vient les dérouler autour de ces pieux qu'on appelle bouchots pour les faire grossir. Voilà, ceci date maintenant des années, je crois, 70, 75, voilà. Les bouchots de la Guérine, Barbade. Alors là-bas, il y a aussi des champs d'ostréiculture, des parcs ostréicoles. L'âge de mon enfance, l'âge de mon adolescence, tu m'as tant donné. Tu m'as donné la notion de liberté. Envisager de compter tes grains de sable et je comprenais l'incommensurable. Tu m'as apporté la notion d'éternité, en même temps que l'image du premier matin du monde. Espace de jeux ininterrompus, comme espace de farniente, espace de rencontres et de rendez-vous. Pour moi, tu fus le décor d'un coup de foudre. Tu avais de grands yeux bleus, à la fois la mer et les cieux. Nous avions 18 ans tous les deux. Je devins fou de toi. Mais tous les théorèmes n'ont pas leur réciproque. Le Strand était trop vaste pour mes jeunes années. Et tu fus ma fanette à moi, comme le chantait si bien Brel. En ce temps-là, il fallut très longtemps pour que je me remette de toi.